Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette dernière journée des rencontres européennes de la participation, la deuxième journée des rencontres numériques. Nous avons aujourd'hui un atelier discussion avec Yves sur les questions de tirage au sort, comment faire, comment avoir la meilleure méthode pour augmenter la représentativité des citoyens tirés au sort qui participent dans une panel citoyen, une convention citoyenne. Donc peut-être Yves, je te laisse te présenter ainsi la fille de la structure pour laquelle tu travailles maintenant. Bonjour tout le monde voilà. Bonjour, je suis Yves Diagle, je suis situé à Bruxelles et je suis le directeur de la Federation for Innovation in Democracy Europe, Fédération pour l'innovation en démocratie en Europe. Nous sommes une ONG, donc une organisation non-profit qui essaye d'aider des personnes qui travaillent dans la politique publique à faire les méthodes d'innovation démocratique mieux. Donc, c'est essayer de soutenir des hommes et femmes politiques, des personnes qui travaillent dans l'administration, qui travaillent dans la participation, à leur aider à faire des meilleurs projets. Donc, ça, c'est un peu la base de ce que nous faisons. Nous le faisons, entre autres, en faisant des événements qu'on appelle des écoles d'été, je crois que c'est le mot en français, où nous présentons des expériences qui ont été faites partout en Europe pour un public justement de personnes qui font ce genre de travail. Nous publions des papiers, et c'est un peu ce que je vais présenter aujourd'hui, un de nos papiers qui va sortir dans quelques jours sur le tirage au sort. Et nous parlons beaucoup à des personnes allant du niveau européen jusqu'au local, partout en Europe, à essayer de les motiver à faire plus avec des citoyens dans la politique publique. Moi-même, j'ai un background dans le monde académique. J'étais chercheur dans la participation pendant 15 ans. J'ai donné cours à plusieurs universités. Et j'ai fait beaucoup de recherches sur les jeunes en politique et la participation politique en général, allant des mouvements sociaux jusqu'à l'innovation démocratique. Comme vous l'avez déjà perçu, je ne suis pas francophone comme première langue, c'est une de mes deuxième, troisième langues. Donc, je m'excuse d'avance des petits mots que je vais larder en anglais de temps en temps parce que je ne connais pas le mot français correct. Voilà, Katharina, peut-être comme ça, la petite introduction. Je te rends encore 2 secondes la parole. Oui, parfait, merci beaucoup. Et donc peut-être pour ceux aussi qui suivent les rencontres depuis longtemps, on a eu la chance d'avoir Yves avec nous déjà il y a 2 ans lors des rencontres numériques 2020 sur un atelier sur le tirage au sort et comment on peut institutionnaliser les conventions citoyennes. Donc c'est un atelier que vous pouvez révisionner sur notre chaîne YouTube. Peut-être avant de donner la parole à Yves pour présenter son étude et les différentes méthodologies, on aimerait bien connaître un peu plus la salle. Et je voudrais bien vous demander qui a déjà mis en place, ignorez la deuxième question, une tirage au sort. Donc, il a déjà mis en place, oui, non, ou qui s'apprête à le faire. En fait, il y a un problème sur la deuxième question. Donc, je vois que les gens sont en train de répondre. Donc, désolé, il y a une petite bug et il y a une deuxième question sans question. Mais donc, on voit qu'on a un groupe très mixte. La plupart d'entre vous n'avaient jamais mis en place une tirage au sort. 30% l'ont déjà fait et à peu près 10% souhaitent le faire prochainement. Donc, il y a plein de gens avec qui partager des méthodes, comment faire, parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Donc, je vais te laisser mettre ta présentation.
Ok, merci Katharina. Donc voilà, apparemment, il y a effectivement un nombre d'entre vous qui n'ont pas encore fait de tirage au sort et ceux qui l'ont déjà fait. Je vais d'abord parler un peu, avant que je lance ma présentation, des principes généraux. Pourquoi un tirage au sort? Qu'est-ce que ça résout? Un tout petit peu de l'histoire moderne, pas celle des anciens Grecs. Je vais commencer dans le XXe siècle. Et après, je vais vraiment rentrer un peu dans la technique elle-même. Comment est-ce qu'on fait un tirage au sort? Et toutes les questions qui viennent avec cette méthode qui souvent semble très simple quand on en parle, on tire des gens au sort, mais qui en fait a beaucoup d'aspects techniques et aussi normatifs. Il y a beaucoup de choix à faire. Et je vais présenter quelques de ces choix et quelques des options qui se présentent. Naturellement, après, il y aura plein de temps. On a prévu, je crois, à peu près une demi-heure pour questions-réponses, parce que le plus important, c'est naturellement de vous donner l'opportunité de répondre à des questions que vous aurez peut-être à propos de votre propre communauté ou de vos propres projets. Et j'espère vous aider le plus possible là-dedans pendant cet atelier. Voilà. Voilà, j'espère que vous voyez ma présentation maintenant. Katharina, tu peux... Voilà, OK. Voilà. Donc, quand on parle d'assemblée citoyenne, ben, en fait, il repose sur deux éléments clés qui les différencient d'autres formes de participation. Certaines de ces choses ne seront pas nouveaux pour vous, mais quand même, ça vaut la peine de les répéter. La première, c'est le processus en temps et en forme. Donc, en fait, l'élément qui est vraiment différent, mais qui est lié très fortement au deuxième élément, c'est que c'est un processus qui est différent de beaucoup d'autres formes de participation. C'est que c'est quelque chose qui, en qualité, est très long et très, on pourrait même dire, lourd, d'une certaine façon, comparé à beaucoup d'autres formes de participation. Il y a beaucoup de temps qui est nécessaire pour faire une assemblée citoyenne. Ça peut être quelques jours, quelques week-ends. Comme vous le savez probablement, la Convention citoyenne a été prévue d'avoir 6 week-ends. Les citoyens ont même demandé d'avoir un week-end en plus. Donc, c'est quelque chose qui est en temps très plus long et plus intensif. Aussi en forme, la délibération est différente de, par exemple, la façon d'avoir une soirée avec votre bourgmestre qui présente un projet et c'est un pour ou contre. Ou par exemple, ici à Bruxelles, on le vit très fortement maintenant parce qu'il y a 19 communes qui doivent présenter un plan de restructuration de mobilité où beaucoup de rues seront tout à coup à sens unique, etc. Et où ces rencontres, par exemple, sont des rencontres une heure et demie, où tout le monde gueule le plus fort possible. Ce n'est pas la délibération. La délibération, c'est vraiment un processus où tout le monde doit se sentir en sécurité pour donner son opinion, pour échanger. Donc, c'est aussi une forme différente. Et le deuxième élément, c'est la composition du groupe de citoyens. L'Assemblée citoyenne est en fait, désolé, le français, donc mes pauses aussi, désolé, c'est qu'il y a un petit nain qui cherche le mot en français exact. La composition du groupe de citoyens est différente. Beaucoup de formes de participation sont en fait basées sur une participation où le citoyen elle-même, la citoyenne elle-même, décide d'aller à l'encontre de la personne qui organise. De temps en temps, c'est l'homme ou femme politique, c'est l'administration, c'est quelqu'un qui travaille dans le quartier, mais très souvent, c'est quelque chose qu'on fait soi-même. Ici, la composition du groupe de citoyens se fait par un tirage au sort. Et c'est sur ce deuxième aspect que je vais passer un peu de temps aujourd'hui. Pourquoi est-ce que cette composition est un problème important dans la participation? Et j'ai fait beaucoup de recherches moi-même, comme je l'ai déjà dit. Il y a deux éléments clés dans la participation entre élections, sauf électorale, mais même électorale dans beaucoup de pays, qui posent un problème de qui est à la table quand la participation se fait. À gauche, vous voyez un livre qui date de quelques années, mais qui a fait quand même beaucoup de remous. C'est deux chercheurs des Pays-Bas, Mark Bovens et Anke Tuilé, qui ont en fait
collectionné à peu près 40 ans de recherche sur la participation citoyenne. Et le titre, en fait, c'est un peu ne cache rien. Ce qu'il trouve, c'est que, sauf vraiment quelques instances où vraiment il y a un travail intensif pour chercher d'autres publics, dans beaucoup de cas, si c'est offline, si c'est online, beaucoup d'efforts de participation citoyenne reviennent à avoir un biais d'avoir des gens avec une éducation supérieure. Il y a beaucoup de biais, mais celui qui ressort le plus fortement dans leur recherche, c'est l'éducation. Est-ce que c'est une mauvaise chose dans ce sens? Est-ce que les gens qui viennent aux formes de participation, c'est quelque chose de négatif? Non, très souvent, c'est des gens comme moi qui, dans mon quartier, je vais à une réunion, je suis pour changer la mobilité, je passe mon temps là-dedans. Mais ça veut dire que les préférences politiques et les préférences sociétales d'un certain groupe de la population sont prépondérantes. Et souvent, ces gens comme moi, on a des bonnes idées. Ce n'est pas pour être négatif envers les autres groupes, mais ça veut dire que les autres ne sont pas à la table. Ça veut dire qu'il y a une inégalité dans beaucoup d'efforts de participation. Deuxièmement, beaucoup d'efforts de participation, et ça vous voyez à droite, et c'est souvent quand je fais ce genre de présentation avec des hommes et femmes politiques dans la salle, c'est où ils commencent à un peu bouger de la tête comme oui, c'est que souvent, qui vient et passe sa soirée à aller à la maison communale, c'est souvent des gens qui sont mécontents d'un projet. Je donne souvent l'exemple, moi je vis dans une ville universitaire où beaucoup de choses vont très bien, il y a beaucoup de possibilités pour piétons, bicyclettes, etc. Donc, j'ai jamais passé, même comme prof de Sciences Po, j'ai jamais passé mes soirées proprement comme citoyen dans une salle comme cela, pour passer 2 heures pour lever ma main et dire, pour moi, tout va bien. Mais même dans ma ville, la salle est toujours pleine. Il y a en fait des gens, et c'est très bien qu'il y a cette opportunité, qui viennent dire qu'ils sont mécontents. Et c'est bien, ça veut dire qu'il y a une option pour mettre à l'agenda ces mécontentements, et c'est très important dans la vie politique que l'homme ou femme politique soit confronté à des gens qui reflètent ce qui va mal, mais ça veut aussi dire que beaucoup de participation est un biais aussi de confrontation, de négativité. Et ça veut dire que la perception du citoyen, c'est de temps en temps une minorité. Pour revenir à mon exemple de Bruxelles, il y a une semaine, dans une des communes de Bruxelles, le bourgmestre a retracé le projet et va éliminer quelques éléments du projet après des soirées assez mouvementées dans sa salle de conseil communal. Cette commune de Bruxelles a 130 000 habitants. La salle était remplie de 400 personnes qui étaient très, très fâchées, donc qui aussi, en dehors de la salle, avaient enlevé des signalisations nouvelles, etc. Et donc, je ne veux pas dire si ces gens étaient représentatifs ou pas, mais la politique publique sera changée parce que ces 400 personnes sont venues dans la salle et qui étaient très fâchées, et probablement ou peut-être ils avaient raison pour eux-mêmes dans leur propre situation, mais peut-être il y avait autant de gens, ou même plus, qui n'étaient pas dans la salle parce qu'ils avaient vu le plan et avaient dit « Ah, c'est bien », et qui ne se sentaient pas. Donc, il y a en fait beaucoup d'éléments positifs dans toutes ces choses, mais ça veut dire qu'il y a quand même, quand on regarde, il y a un biais dans la participation citoyenne où il manque quelque chose. C'est l'idée d'un public plus représentatif et une interaction où des citoyens qui sont peut-être prêts à regarder une politique publique sans qu'ils aient des sentiments très, très forts ou polarisés sur la chose. Alors, ce problème n'est pas nouveau. Ce problème existe depuis toujours dans la participation citoyenne, mais c'est qu'à partir des années 60 que ce problème devient vraiment pertinent pour des chercheurs en politique de participation, parce qu'avant, très souvent, la participation, je dirais, de monsieur et madame tout le monde, était organisée par des organisations qui étaient l'intermédiaire entre la politique et le citoyen, entre les élections. C'est qu'à partir des années 60, en France, c'était très visiblement mai 68, mais aussi aux États-Unis et dans d'autres pays, où tout à coup, le citoyen qui est moins organisé dans le syndicat ou des organisations traditionnelles, tout à coup vient dans la rue et demande de l'attention. Et alors,
c'est dans les début des années 70 que deux chercheurs en Allemagne, et un en Allemagne et un aux États-Unis, et ceci avant Google, ils ne sauront pas qu'ils font la même chose pendant 25 ans, avant qu'ils se rencontrent dans fin années 80 pour la première fois à une conférence comme celle-ci, qu'un Allemand, professeur Dienel, et quelqu'un aux États-Unis, Ned Crosby, ont la même idée. Ils se disent comment résoudre l'idée, si on veut faire quelque chose de participation en profondeur, en qualité, sans avoir toujours les mêmes personnes dans la salle, parce que tous les deux étaient chercheurs en participation citoyenne et se retrouvaient toujours avec les mêmes personnes dans la salle. Des personnes bien, mais ils voyaient déjà à ce moment-là, première recherche aussi dans les années 60, démontrer que, par exemple, la typologie socio-économique des participants était le meilleur prédicteur de qui serait dans leur salle. Le professeur Dienel, pas différent que Bruxelles maintenant, faisait de la recherche à Wuppertal, je crois que c'est Rhénanie-Westphalie, sur des projets de mobilité, de reconstruction de villes, de projets d'aménagement de villes. Vous le voyez à gauche sur la photo en noir et blanc, sur des petites maquettes où les citoyens pouvaient jouer sur les maquettes pour proposer des solutions, comment réorganiser la ville. Et c'est le professeur Dienel qui, en 1971, pour la première fois, utilise le tirage au sort, qui dit qu'en fait, une solution technique à ce problème, c'est de regarder en fait les jurys de tribunal, où aussi on fait un tirage au sort pour essayer d'avoir un mélange de monsieur et madame tout le monde et d'avoir des citoyens un peu sans un biais dans la salle. Ce qu'il appelle les cellules de planning, Planungszellen en français, et Katharina Zugel me dira si je prononce bien. Donc, il fait des projets avec des Planungszellen, des petits groupes de 10 à 15 personnes. En fait, on va voir un peu plus tard, c'est peut-être un peu trop petit pour être représentatif, mais il utilise le tirage au sort. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est Ned Crosby qui, en 1971, à je crois un mois d'intervalle, commence avec la même chose. Lui aussi, depuis les années 60, chercheur en participation citoyenne, qui avait déjà fait maintes projets dans des villes dans le Midwest et sur des projets de planification, qui se frustraient sur la même retrouvaille que quand il organisait quelque chose comme jeune académique. Il faisait des invitations ouvertes et il se retrouvait avec des hommes blancs, hautement éduqués pour ces projets. Et donc, à un certain moment, lui aussi commence à penser comment est-ce que je peux casser cette participation qui est toujours les mêmes profils. Donc, voilà, ça, c'est un peu l'histoire. Donc, en fait, les deux personnes qui ont commencé avec cela, ce n'est pas une sorte de nostalgie athénienne ou de démocratie grecque ou pour retrouver, c'est en fait une solution moderne à un problème de participation citoyenne à ce moment-là nouveau et de société moderne, des citoyens qui ne sont pas organisés, qui veulent se lancer dans la chose publique, mais comment éviter qu'il y ait un biais de représentation. Donc, pour moi, ce que j'aime bien dans cette façon de penser, ce n'est pas une nostalgie historique, c'est une technique pour obtenir un résultat. Et donc, c'est de regarder dans cette technique quels sont les éléments qui peuvent vous aider à obtenir ce résultat. Je vais vous dire, ce résultat est normatif. Il y a certaines personnes, encore aussi maintenant, ici en Belgique, on fait déjà quand même beaucoup de projets d'innovation démocratique qui disent « Oui, mais en fait, les décisions sont faites par qui viennent dans la salle, ceux qui ont l'énergie. C'est ça la politique. La politique est confrontationnelle. Peut-être, j'ai une vision différente, mais je n'ai pas de point final pour dire que ma façon que la politique est vraie est différente et meilleure. C'est une préférence normative. Mais si à un certain moment vous dites c'est en fait ça qu'on veut faire et obtenir, à ce moment-là, ça c'est la rationalité normative de la finalité, et après il y a une rationalité technique pour obtenir ce résultat. Et donc, quel est ce qu'on veut obtenir? C'est en fait un petit groupe de citoyens représentatifs de la population sous-jacente. Encore une fois, je m'excuse si je fais des fautes de grammaire qui seraient offensifs pour les amoureux de la langue française. J'ai écrit cela hier, sans correction de quelqu'un qui est francophone. Donc,
c'est ce que j'ai commencé à dire au début, c'est un processus délibératif et qualitatif longtemps. On ne peut pas le faire avec des milliers de personnes. Donc, c'est quelque chose qui est que possible avec un petit groupe. Et alors, deuxièmement, pour éviter le biais, on veut essayer d'avoir un groupe représentatif. Ça, c'est en fait le but. Peut-être que je sonne très répétitif, mais de temps en temps, on oublie un peu qu'est-ce qui est en fait sous-jacent dans cette idée. Deuxième problème technique, c'est qu'on veut donner une chance la plus égale possible à chacun de faire partie de ce petit groupe. Quelque chose de très difficile parce qu'on sait justement qu'il y a pour l'instant, au début de commencer ce processus, la chance est très inégale parce que les motivations sont inégales, parce que les ressources sont inégales, parce que le temps est inégal. Donc, comment donner une chance la plus égale possible à chacun de faire partie de ce petit groupe? Et naturellement, un principe important qu'on ne peut pas oublier, c'est on va faire un petit groupe, mais qui représente la population sous-jacente d'une certaine façon ou d'autre. Et donc, pour que ceci est démocratique, chaque étape doit être très transparente et justifiée. Donc, toute décision que vous allez prendre pour ceux qui se lanceront dans faire des tirages au sort, vous allez faire des choix. Et de temps en temps, peut-être parce que vous n'avez pas tous les moyens, vous allez faire un choix de faire plus limité que l'idéal. Mais aucun problème, tant que c'est transparent et justifié. Parce que les décisions de ce petit groupe seront, s'ils sont acceptés pour changer la politique publique, changeront ce qui compte pour tout le monde. Et ça veut dire que ceux qui ne sont pas dans la salle doivent prouver que les étapes qui ont été suivies pour former ce petit groupe sont transparents et justifiées. Autrement, ils n'accepteront pas que cette méthode est quelque chose qui leur représente et pourrait faire de la politique publique pour eux. Alors, comment est-ce qu'on fait un tirage au sort? En fait, il y a beaucoup de façons de le faire, mais après à peu près 20 ans maintenant, vraiment de pratique dans plusieurs centaines de cas, et d'expérience, la solution qui est devenue le standard est une procédure en 2 étapes qui aide à obtenir ces conditions. La première étape, c'est on fait un tirage au sort dans la population en général. Et même dans cette phrase-là, il y a déjà beaucoup de questions, je vais en revenir, et on envoie un grand nombre d'invitations, souvent quelques milliers d'invitations, sauf dans des petits villages où c'est peut-être des quelques centaines d'invitations. Et ce tirage au sort peut se faire assez général. On a 10 000 personnes, on tire quelques centaines de noms, comme ça. On envoie des invitations. Qu'est-ce qu'on sait? Et je vais vous montrer quelques exemples avec des données. C'est que parmi des réponses, comme dans d'autres formes de participation, il y aura un biais. Donc, pour éviter qu'à ce moment-là, si on fait que la première étape, on a par exemple de nouveau beaucoup d'hommes, beaucoup de gens avec une éducation supérieure d'un certain âge, des profils souvent comme moi, on doit faire un deuxième tirage au sort parmi les réponses qui utilisent des critères de représentativité de groupes dans la population. Et en fait, toutes les questions qui suivront dans ma présentation sont dans les phrases que vous avez devant vous. Pour donner un exemple d'un schéma pour un peu illustrer cela, ceci vient de l'Écosse pour leur propre convention citoyenne pour le climat. Voilà, invitation, registration. Après, stratification. Donc, c'est cette deuxième étape. On appelle ça la stratification. Donc, on utilise des critères pour faire un deuxième tirage stratifié. Plus simple exemple, c'est on veut 50% de femmes et 50% d'hommes. Même on veut 51% de femmes parce que dans la plupart des sociétés, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, il faudra faire un deuxième tirage. Si par exemple, il y a beaucoup plus d'hommes qui ont répondu à la registration, il faudra balancer que quand même à la fin, on a une égalité dans la salle. Et à la fin, on envoie une confirmation aux personnes qu'on a sélectionnées. Voilà, quelles sont les questions qui suivent? Et peut-être c'est très trivial, mais qui fait partie de la population? Qui est votre population qui sera représentée? Combien de personnes représenteront votre groupe? Les Planungscelle avaient 10-15 personnes, la Convention citoyenne avait 150. Ou est-ce que, par exemple, pour
votre projet, votre communauté. Hein, est-ce qu'on met le doigt dans la bouche et on se dit, bah, 50. Quels sont les critères de représentativité? Peut-être, Yves, Oui. sur ce premier point, il y a une question. Comment on détermine cette population globale Ah, initialement? mais si vous avez un peu de patience, en fait, tous OK. les slides qui suivent sont les questions qui sont là. Si vous avez pris ces décisions, d'autres questions suivront. Quelles données est-ce que vous avez à votre disposition? C'est bien technique. Comment est-ce que vous allez inviter ces personnes afin qu'ils veulent en fait venir à votre convention ou votre assemblée citoyenne? Et comment faire ce deuxième tirage stratifié? Vous allez voir que la dernière étape et la dernière question, c'est en fait la plus simple. Voilà, Katharina, j'espère que voilà, j'y suis. Qui fait partie de votre population? Hein? Quand les Bleus gagnent une coupe, si c'est mondial, européen ou une autre, voilà. Les Champs-Élysées, ça serait bien simple de tirer 50 personnes là-dedans. Mais vous allez dire, ah, c'est pas la population. Vous aurez des gens qui aiment bien le foot et voilà. Moi, j'ai une fille et un garçon. Je sais que pas toute la population aime le foot. Il y a vraiment un schisme très fort dans la société. Ce qu'on dit souvent dans la théorie démocratique, c'est qui doit être dans la salle, qui fait partie de la population, c'est tous ceux qui seront affectés par la décision à prendre. Naturellement, il y a déjà immédiatement certaines questions qui sortent. Est-ce que vous prenez les citoyens? Et à ce moment-là, je utilise le mot citoyen dans le contexte juridique, les Français, les Belges, les Bruxellois, les Parisiens qui sont officiellement français et vivent à Paris, ou est-ce que vous dites, on prend les habitants? Si moi je viens habiter à Paris et après 6 mois, est-ce que je peux être tiré au sort pour l'Assemblée citoyenne de Paris? Donc là, il y a déjà une décision à prendre. Nous, on essaiera toujours de pousser les gens qui font ce projet à prendre le plus large possible, qui est, et ça c'est le deuxième point, dans les contraintes juridiques. Par exemple, on a fait un projet dans la communauté germanophone de Belgique et ils ont pris les habitants. Donc, ça veut dire que si vous immigrez dans la région et après 4 semaines, vous êtes inscrit à la maison communale, vous pouvez être tiré au sort. Bel exemple, dans la maison où je suis là à Bruxelles, on a une chambre qu'on loue à des étudiants américaines qui viennent à l'université. Et en fait, on a eu un jour une lettre qui invitait un de ces Américains à venir à une assemblée tirée au sort dans le Parlement bruxellois parce qu'il s'était inscrit, parce qu'il allait vivre ici pendant 1 an. Donc, dans certains cas, le choix est fait pour élargir le plus large possible. Les contraintes juridiques, un exemple, c'est qu'il y a une loi qui est sur la table en Belgique, qui sera votée le 5 décembre, et on espère positivement dans le Parlement national en Belgique, qui autorisera le tirage au sort et d'utiliser le registre national pour faire ce tirage au sort. Le Conseil d'État en Belgique a fait des remarques sur la première esquisse de cette loi en disant que pour quelque chose de national qui est lié au Parlement, la condition doit être la même pour avoir le droit de vote, parce que c'est un droit politique belge. Et donc, la contrainte juridique, c'est qu'on a dû changer le projet de loi. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est naturellement les personnes qui travaillent dans le cabinet de la ministre de l'Intérieur, c'est de changer et de dire, voilà, pour ce tirage au sort au niveau national, il y a une contrainte juridique, on ne pourra pas faire tous les habitants, ce ne seront que les citoyens qui ont le droit de vote. Les autres questions pratiques, c'est l'âge. Vous pouvez dire, il faut qu'il y ait les jeunes aussi. Et donc, dans beaucoup de cas, communauté germanophone, Bruxelles, on a choisi l'âge de 16 ans au lieu de 18. Donc, on ne peut pas encore voter, mais on peut être dans une assemblée citoyenne. Il y a un exemple que je connais en Italie, en Sardaigne, où même ils ont un garçon de 13 ans qui est dans l'assemblée citoyenne. C'est un petit village dans les montagnes à Sardaigne, qui a que quelques, je crois, même 200-300 habitants. Ils ont fait une petite assemblée citoyenne, et là, il y a un garçon de 13 ans qui est dedans. Mais, naturellement, si vous faites ça au niveau national, la Convention citoyenne a eu l'expérience, pour avoir des jeunes qui sont encore à l'école, etc., il y a beaucoup de questions pratiques, et ce n'est pas évident. Deuxième question, quelle base de données est-ce que vous avez? Je vais en revenir. C'est vraiment une question fondamentale. On peut bien dire, moi, je veux avoir tout le monde, mais alors, il faudra trouver ces personnes et de façon de quand même avoir une chance égale à tout le monde
d'être présente. Donc, je me souviens de parler à une ville française sur le tirage au sort. Et en Belgique, on a des registres qui sont assez complètes. On fait beaucoup de choses chaotiques, mais les registres, on fait très bien. Et donc, avoir mon expérience de chercheur en Belgique, je disais, bah, vous prenez tout simplement votre registre d'habitants. Ah ben, on n'a pas accès. Ah, ce qui était une surprise pour moi. J'ai même posé la question, mais comment est-ce que vous savez combien de gens vivent dans cette ville exactement? Ah ben, on ne sait pas immédiatement exactement. Naturellement, comme vous le savez bien, par exemple, il n'y a que deux choses qui sont certaines, a dit, je crois, Thomas Jefferson, c'est la mort et les taxes. L'Office des taxes, c'est bien vous trouver et vous envoyer une lettre, mais on n'a pas accès à ces bases de données, par exemple, pour faire des tirages au sort. Donc, quelles ressources est-ce que vous avez pour trouver votre population? Et finalement, le recrutement. Par exemple, et je vais en revenir, des publics qui sont plus difficiles à trouver, on peut bien dire, nous, on veut avoir des gens qui sont dans le sans-abri, dans question de sans-abri. Comment est-ce que vous allez recruter des gens? C'est bien de le dire quand vous proposez un projet, mais comment est-ce que vous allez faire votre recrutement? Et donc, la population, c'est d'un côté normatif, c'est de dire, voilà, nous, on veut essayer, et après, c'est une question pratique. Comment pratiquement faire en sorte que ces gens peuvent être vraiment dans la salle et participer ou les trouver avec une chance quasi égale. Alors, la question, combien de gens pour mon assemblée? C'est une question de début. Il y a en fait quelques critères et quelques questions qu'on doit prendre en charge. En fait, à droite, vous trouvez un schéma, un graphe que j'ai fait d'une recherche quand je travaillais à l'université d'Anvers, où on faisait de la recherche électorale. En fait, c'est une question de taxation, c'est une question de survey, de questionnaire, 0 à 10, je crois sur est-ce que les gens doivent être taxés plus ou moins. Je vous laisse au milieu la finalité. Ce que je peux vous dire, c'est que la ligne, le trait bleu, c'est la moyenne de la population. Qu'est-ce que j'ai fait comme chercheur en délibération et tirage au sort? J'ai laissé un logiciel tirer chaque fois 10 000 petits groupes de citoyens de cette base de données et de voir où ils se trouvaient vis-à-vis de la population, la moyenne de la population. Et j'ai fait ça pour des groupes de 2 personnes, de 3 personnes. Donc, j'ai tiré, peut-être c'est un peu trop compliqué pour parler en vitesse, mais le logiciel a tiré 10 000 fois un groupe de 2 personnes et calculé où est-ce que ce groupe se trouvait. Donc, tirage au sort. Vous voyez qu'à partir de 20, c'est la base X du graphe, à partir de 20 personnes, le schéma, les lignes rouges se rétrécissent. Les lignes rouges, c'est en fait la frontière dans laquelle presque tous les 10 000 groupes se trouvaient. Donc, vous voyez qu'à partir de 20 personnes, en fait, si vous faites un tirage au sort complètement aléatoire de votre population, la chance que vous trouvez tout à coup un groupe qui est complètement différencié de votre population, ce risque devient très minimal. Naturellement, vous voyez que si vous faites un groupe de 1, 2, 3 personnes, chacun qui a eu un cours de statistique ne sera pas surpris. Petite histoire on avait fait le même questionnaire avec des élites politiques et le trait en pourpre, c'est en fait les réponses qu'on a des candidats pour les élections. Et le trait en vert, c'est en fait 114 des 150 parlementaires qui ont rempli notre questionnaire. Donc, et on leur a demandé d'estimer où était la population. Petite histoire, c'est de vous montrer qu'en fait, le trait vert est bien distancié, beaucoup plus distancié que en fait, les 2 traits rouges. Ça veut dire que si vous tirez un groupe de 20 personnes, en moyenne, ce groupe sera plus près de la moyenne de la population que l'estimation des hommes et femmes politiques. Je vous laisse ça entre milieux. Mais donc, à partir de 20 personnes, mais ceci présuppose que c'est complètement aléatoire. Ça veut dire qu'il n'y a aucun biais dans les gens qui viennent. Je vais montrer que du moment qu'on lance une invitation avec un certain sujet, je vais vous donner quelques exemples, un exemple d'une assemblée pour le climat, ce n'est pas tout à fait aléatoire qui répond à cette question. Mais on dirait que 25, c'est quand même un minimum, 20 à 25. Sauf si vous avez une population qui est très homogène,
vous dites dans un très petit village, vous dites, bah, il y a très peu de diversité, peut-être avec 20, vous serez bien, mais en fait, 25, c'est à peu près un minimum. Donc, deuxième question, c'est représentativité. Si vous avez effectivement une population hyper diverse, ben, est-ce que vous voulez tous ces différents types de personnes, de profils dans votre assemblée? Ben, avec 20 personnes, vous n'aurez peut-être pas assez de place pour avoir toutes ces diversités représentées. Il y a le symbolisme du nombre. Dans un petit village, 20 personnes pourraient bien être une photo sur laquelle les gens disent « Ah, ça représente bien ma communauté ». Mais par exemple, au niveau national, vous pouvez très bien montrer mon graphe à droite. Un groupe de 25 personnes, par exemple, pour la France, ne sera pas perçu par beaucoup de gens comme étant représentatif. Donc, même s'il y a une raison technique où on pourrait dire on peut avoir un petit groupe, de temps en temps, le symbolisme du nombre, si c'est une question importante, comme la Convention citoyenne sur la fin de vie, la fin de vie qui va se lancer, ben, on veut quand même qu'il y a un nombre assez visible qui donne l'impression que ce n'est pas un tout petit groupe de la société. Donc, de temps en temps, nous suggérons de faire plus ce qui est techniquement nécessaire pour avoir ce symbolisme et la légitimité pour le plus grand public. Et finalement, et ça c'est très important pour tous ceux qui et celles dans la salle qui sont dans des plus petites communautés, c'est les ressources. En fait, de temps en temps, il faut choisir le plus petit possible parce que, par exemple, les citoyens, dans beaucoup de cas, sont rémunérés pour leur travail. Donc, avoir 40 personnes au lieu de 25, ben, ça va augmenter votre budget. Donc, ça peut être vraiment difficile. Le temps, si vous avez 150 personnes, pour une petite communauté, c'est bien, c'est peut-être impressionnant, mais il faudra des facilitateurs. Et tous ceux qui ont travaillé les tables, ben, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des grands groupes avec plusieurs de tables pour finaliser ce projet. Il faudra un staff plus impressionnant, etc. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de réponse unique, mais si vous faites ce travail, ben, c'est en fait 3 questions importantes à considérer. Ici, par exemple, c'est cette communauté germanophone, ça c'est leur petit groupe de 24 personnes. Vous voyez, et dans cette petite communauté germanophone de Belgique, qui est 80 000 personnes, ben, il n'y a personne qui questionne que ce petit groupe représente la communauté assez homogène comme société, mais pour la France, ça serait trop petit. Hein. Si c'est ce petit groupe qui décide sur la fin de vie, ben, beaucoup de gens diront ben, ce petit groupe, il ne peut pas représenter toute la France. Donc voilà, ce qui marche pour une petite communauté est peut-être pas ce qui marche pour une grande communauté. Alors, prochaine question, c'est de décider, désolé, je retourne, c'est sur la représentativité. Et je suis déjà à 30 minutes de ma présentation, donc je ne vais pas faire trop long, mais c'est une question très, très importante. Qu'est-ce qui est représentatif? Et ceux qui veulent vraiment rentrer dans la chose peuvent, par exemple, rien que lire plusieurs livres de Pierre Rosanvallon, certainement Le peuple introuvable, Pierre Rosanvallon, professeur du Collège de France en histoire politique. Qu'est-ce qui représente le peuple, hein? Parce que si on dit que ce petit groupe doit représenter la population sous-jacente, ben, quels sont les critères qu'on doit prendre en question pour avoir une représentativité? Ben, standard des critères sociodémographiques, hein, homme-femme par exemple, le genre. Tout le monde est clair que si on compose un groupe, ben, que ça doit être moitié homme, moitié femme. L'âge, différents groupes d'âge. On veut des jeunes, des gens un peu plus âgés. Le biais le plus important dans beaucoup de projets de participation, éducation socio-économique. Donc, troisième critère, très souvent presque standardisé, un critère socio-économique. Et quatrième, très souvent, c'est la localité, hein, les différents quartiers, les différentes provinces, les différentes régions. Ça, c'est les standardisés. Additionnel, ça dépend de la société. Et je peux parler très longtemps, je peux parler 1 heure de ce slide. Il y a un chercheur en Norvège qui a écrit un doctorat rien que sur cette question de critères. Additionnel, par exemple, j'ai fait un projet en Bosnie, dans la ville de Mostar, où on disait il faut un critère ethnique, qui en France serait impensable, je suppose, parce que si on n'a pas, on ne peut pas démontrer aux gens qu'on a tenu compte qu'il y aura des Serbes, des Croates, et des Bosniaques, ben,
personne n'acceptera ceci comme représentatif. Irlande du Nord, ils ont fait une assemblée citoyenne à un certain moment où ils avaient une question de représentativité par religion. C'était une question, ils ont fait ça de façon un peu sans appeler ça religion en soi, pour ouvrir que ce serait aussi d'autres groupes qui seraient possibles. Mais en fait, c'était pour être certain que la division religieuse était présente. Encore une fois, quelque chose, si vous faites ça à Grenoble, c'est probablement pas une question que vous allez ajouter. Donc, très souvent, c'est de penser soi-même, est-ce qu'il y a un critère additionnel dans ma communauté qui fait la différence que le groupe en dehors de la salle trouvera ce choix légitime ou pas légitime? Une question très importante, c'est est-ce qu'il faut des critères attitudinaux? Qu'est-ce qu'on veut dire avec cela? Est-ce qu'il faut diviser les critères, les sièges, les 50, 20, 100 sièges, sur ce que les gens pensent sur le sujet à discuter? Par exemple, très clairement, sur les assemblées du climat, est-ce qu'il faut aussi faire en sorte qu'il y a des gens qui sont aussi critiques même si ils ont raison ou pas raison, et la science leur dit qu'ils se trompent, il y a des gens dans la société qui sont sceptiques du climat. Est-ce que ces gens doivent être repris dans une assemblée? Est-ce qu'il faut faire certains en soi? Est-ce que, par exemple, pour une assemblée sur l'avortement, est-ce qu'il faut faire en sorte que certainement, il y a tant de gens qui ont une certaine opinion sur la chose, etc. C'est quelque chose que moi, comme expert, et c'est normatif, j'essaie d'éviter, sauf si c'est inévitable. Parce que justement, si vous faites un choix sur un critère attitudinal, et le pire, ça serait choix politique, j'ai déjà eu la suggestion, surtout dans mes femmes politiques, il faut que tous les partis politiques soient présents. C'est qu'un critère attitudinal fera, s'il y a trop d'attention là-dessus, que des gens se sentent représentés, qui représentent une certaine idée politique ou une certaine attitude. Je suis là parce que je suis contre l'avortement. Justement, beaucoup de recherches démontrent que les assemblées citoyennes se caractérisent justement par cette ouverture d'esprit de tous côtés pour, avec de l'information nouvelle, changer d'idée ou peut-être adapter les solutions qu'on trouve possibles et pas possibles. Et finalement, est-ce qu'il faut des critères relatifs au sujet? De temps en temps, c'est nécessaire. Vous croyez que j'ai peut-être mis des puppies et des kittens pour moitié dans ma présentation un peu faire plus léger? Non, il y a une assemblée en Australie qui regardait, là en français, il y avait trop de chiens, chats dans la ville qui étaient abandonnés. Et donc, il y avait un projet pour les faire disparaître et qui était très controversiel. Donc, ils ont fait une assemblée citoyenne. Qu'est-ce qu'on fait avec cela? Et à ce moment-là, on a dit, il faut qu'il y ait des gens qui ont des chiens et chats qui doivent être dans la salle. Donc, c'était un critère qui était relatif au sujet, qu'on n'utiliserait jamais, et probablement n'a plus jamais été utilisé après. Mais donc, il y a eu une assemblée citoyenne où un critère était avoir un chat ou chien. Autre relatif au sujet, c'est par exemple santé mentale. Dans plusieurs assemblées sur mental health, on a fait un critère relatif au sujet qu'il fallait avoir des gens qui avaient de l'expérience avec des problèmes, les soins de mental health, etc. Donc, vous avez d'autres critères. Donc, par exemple, ici, c'est l'Assemblée écossaise du climat. Hein, vous voyez, on a eu comme critère socio-économique, household income. On a utilisé l'ethnicité aussi en Écosse parce qu'ils avaient fait d'autres assemblées qui étaient toujours blancs. Donc, ils ont dit, pour celui-ci, il faut une stratégie. Donc, même en Écosse, à un certain moment, ils ont dit il faut une stratification sur l'ethnicité. Ils ont fait une stratification sur urban, rural, donc les gens qui habitent en ville et qui n'habitent pas en ville, parce que la réponse sur le climat et surtout sur la mobilité est très différente. Vous le savez bien des gilets jaunes en France. Et ils ont aussi utilisé une question d'attitude. Ils ont dit, pour changement climatique, pour éviter que la critique serait, si on a des recommandations très fortes pour le climat, que « ah, mais c'était que des gens de Greenpeace dans la salle », ils ont stratifié ce qu'on appelle les sièges dans leur assemblée pour le climat en avance sur les attitudes sur le climat. À partir de là, vous allez dire,
bon, tout est à peu près décidé, j'ai mon nombre de sièges, j'ai décidé sur ma population et de mes critères, ben, faut tout simplement maintenant le faire. Ben, le premier problème, ça sera quelle est votre base de données sur laquelle vous pouvez faire un tirage au sort. Hein, et je ne vais pas énumérer chaque détail de chaque point que j'ai là. Est-ce que vous avez un registre national comme en Belgique? On a des registres qui sont vraiment complets, où tous les habitants sont presque représentés, où vous avez 99%, le sans-abritisme est là, par exemple, un manco, mais chaque personne qui vient vivre en Belgique, et on a 70 000 Français à Bruxelles, ben, à partir de quelques semaines, vous serez dans le registre. Si vous n'avez pas cela, un registre électoral. Quel est le problème d'un registre électoral? En beaucoup de pays, c'est quelque chose, il faut s'inscrire. Donc là, vous avez déjà un biais sur des gens qui sont intéressés en politique. Donc, très souvent, et dans beaucoup de pays, comme ces registres ne sont pas là, on utilise des adresses. Quel est le problème ou quel est le négatif des adresses? C'est qu'on sait de l'expérience, c'est que si on invite des gens et on leur adresse, si on utilise un registre, je peux envoyer une lettre à Madame Zougel. Chère Madame Zougel, vous avez été... La lettre a une adresse, ça sera « Cher habitant de cette adresse ». Et on sait qu'il y a moins d'un appel si on a une lettre qui est complètement anonyme. En France, on a utilisé pour la Convention citoyenne les numéros de téléphone, par exemple. Donc, il y a des moyens d'utiliser, de faire un tirage au sort sur des numéros de téléphone. C'est très coûteux, ce genre de processus. Et de temps en temps, on utilise d'autres bases de données. Par exemple, on a utilisé dans certains pays des bases de données de sécurité sociale, etc. Le problème, c'est souvent l'accessibilité. Mais donc, c'est vraiment un problème d'accès aux bases de données. Deuxième problème, et je ne vais pas en aller en détail, mais c'est le GDPR, en français, Règlement général sur la protection des données. Très souvent, vous allez faire une base de données. Pour faire votre tirage au sort, il faudra tenir compte du fait qu'il y a des règles européennes, ce qu'on peut faire et ne pas faire quand on fait ce genre de base de données avec des personnes. Si vous faites une invitation par la poste, ben, qu'est-ce que vous faites alors? Vous envoyez une lettre. Mon collègue australien dit souvent, nous les faisons comme une invitation à un mariage. Donc, ça doit être quelque chose qui donne un sentiment d'importance. Vous voyez, par exemple, une carte qui était dans celle de Wales, c'est Pays de Galles, c'est le Pays de Galles, une carte qui regroupe toute l'information nécessaire et qui après, hein, une carte très claire, par exemple, hein, on sait que ça marche très bien, c'est immédiatement très visible, c'est sur du papier dur, c'est en couleur, tout est là-dedans. Et après, vous mettez une lettre avec, si vous avez les moyens. Encore une fois, ça coûte de l'argent. Vous voyez, par exemple, la lettre de Paris qui invite les tirés au sort pour l'Assemblée citoyenne de Paris, signée par Anouche Touragnan, hein, la bourgmestre adjointe de Paris. Une lettre officielle, plus un FAQ, Frequently Asked Questions. Je ne savais pas quelle était la version française. Donc, vous mettez à côté de la lettre toutes les questions. Pourquoi est-ce que vous êtes invité? Est-ce que vous serez rémunéré? Qu'est-ce qu'on vous demandera de faire? Etc. Donc, ça doit être tout cela, quand vous avez fait votre tirage au sort à partir de votre base de données, c'est ce que vous envoyez à vos citoyens. Souvent, vous allez demander une info parce que je ne sais pas quel est le niveau d'éducation de Katharina Zougel, parce que je ne l'ai pas dans ma base de données. Donc, il faudra demander aux citoyens de demander cette info. Comment augmenter la réponse? Il faut vraiment, et toutes ces choses, c'est des choses qui sont reprises dans le papier, mais qui demandent vraiment un peu de connaissance. Il faut vraiment poser cette question de façon à faire l'importance de la représentation de gens qui ne sont normalement pas présents. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de répondre, à donner de l'information qui est de temps en temps pas très vue sociologiquement comme capital social, comme dirait Bourdieu. Si on n'est pas très bien éduqué, si le household income est très bas, comme en Écosse, qui veut dire qu'il gagne très peu d'argent. Certains gens peut-être bien, mais on sait, ce n'est pas quelque chose qui... Et ça pourrait dire que quelqu'un ne répond pas tout simplement parce que cette demande d'information est un échelon à faire.
Et finalement, il faut donner dans votre invitation quelque chose à répondre très facilement. Encore une fois, c'est bête, mais s'il y a beaucoup d'étapes à répondre, ben, ça diminuera de temps en temps une bonne partie de votre réponse. Comment augmenter votre participation? Et ça, c'est moins le tirage au sort technique, mais c'est plutôt votre organisation. Rémunération. Ça veut dire, dans beaucoup de cas, les citoyens sont payés. C'est par respect, mais deuxièmement, ça veut aussi dire que de temps en temps, ils doivent faire certains frais pour être là, peut-être payer quelqu'un pour tenir soin des enfants ou ils donnent des soins à quelqu'un, il faut que quelqu'un est là. Au lieu de demander aux gens, présentez votre cas, on va voir, vous les rémunérez. C'est quelque chose, c'est souvent dans l'ordre de 70, dans l'Europe de l'Ouest, 70 €, quelque chose dans ce genre-là par jour. Il faut faire attention aux allocations, c'est très important. Justement, ces publics difficiles à atteindre, ils ont des allocations sociales. Et, par exemple, en Belgique, si vous avez d'autres revenus, vous pouvez tout à coup, vous pouvez perdre vos allocations sociales. Le Parlement de Bruxelles a dû travailler par un système de paiement de bénévoles pour éviter justement que s'ils avaient des gens dans des assemblées citoyennes qui étaient rémunérés, qui avaient des allocations sociales, qui les perdraient. Donc, de temps en temps, c'est quelque chose, il faut vraiment faire attention. Vous mettez dans votre lettre qu'il y a un remboursement et, très important, c'est des aides non financières. Garderie d'enfants. Une bonne partie des adultes sont divorcés. S'ils ont des enfants, une garderie d'enfants, ça sera plus important que de l'argent. Qu'est-ce que je vais faire de mes enfants? Traduction. À Bruxelles, on offre traduction en 7 langues différentes. Ça coûte de l'argent, mais dans une ville cosmopolite, ça peut bien être une barrière pour franchir pour certains jeux. Permettre l'accompagnement d'une personne ressource. Mais il faut des règles claires que cette personne ressource ne peut pas intervenir dans les débats. À Bruxelles, encore une fois, un homme immigré très, très âgé qui ne parlait pas très bien le français a demandé est-ce que je peux apporter mon fils qui peut m'aider pour traduire ou expliquer des choses que je ne comprends pas très bien. Aide logistique. Si les gens ont un handicap physique, visuel, etc., est-ce que vous allez y répondre et offrir des ressources? Et il faut un contact sur la lettre d'info avant le début personnalisé. Vous pouvez me téléphoner, vous pouvez téléphoner cette personne avec vos questions. Si vous dites, nous, on veut vraiment aller le plus loin possible et aussi avoir des personnes qui ne répondront pas à une lettre, sans abri, personnes en situation très, très difficile, vous pouvez recruter, par exemple, par l'intermédiaire des organisations qui travaillent avec ces publics. L'expérience de beaucoup de nos partenaires de l'affilié, c'est de ne pas travailler avec des organisations qui sont des organisations d'activistes, qui peut-être vont vous dire « Ah, il vous faut personne X, mais qui est quelqu'un qui est activiste pour ce public et qui prendra une position très activiste dans votre assemblée. » Donc, il faut être certain que l'organisation alors fait un recrutement qui est aussi pas par un profil très, très spécifique. Mais par exemple, le G1000 en Belgique original en 2011 a eu des personnes qui étaient en situation de sans-abri, des personnes vraiment en situation qui normalement ne seraient pas dans une assemblée citoyenne. On peut utiliser des personnes reconnues dans une certaine communauté qui communiquent le relais de l'assemblée citoyenne. Mais encore une fois, ce ne sont pas des gens qui feront le choix des personnes pour l'Assemblée. Donc, dans certaines communautés, certains quartiers, il y a des personnes ressources qu'on peut utiliser pour communiquer le relais de l'invitation, mais ne laissez-les pas faire le choix eux-mêmes. Et finalement, en Allemagne, il y a beaucoup d'expérience de faire le recrutement de porte-à-porte. C'est vraiment d'avoir les adresses et alors frapper vraiment aux portes et parler avec les gens pour les inviter. Ils augmentent très fortement le pourcentage de réponses par cette méthode, surtout dans justement ces publics difficiles. Le problème est qu'il faut une méthodologie très, très stricte, dans ce sens que si vous faites ça avec des étudiants qui n'ont pas trop l'envie de faire beaucoup d'heures de travail pour trouver une personne, et l'Irlande a fait l'expérience, de temps en temps, ils vont rentrer dans un café et demander qui a envie, qui s'intéresse à ceci, je dois trouver un gars ou une dame qui veut faire cela. Et donc,
il faut vraiment, ça marche très très bien, mais il faut être certain qu'à ce moment-là, vous avez une méthodologie très stricte. Je suis presque à la fin. Katharina, fais-moi un signe si je surpasse le temps. Si vous avez fait tout ce premier stage, vous avez envoyé vos lettres, décidé votre population, vos critères, vous avez fait votre recrutement, vous avez peut-être quelques centaines de personnes qui veulent venir à votre assemblée. Par exemple, Ville de Malines, en Belgique, on a envoyé 5000 lettres pour un projet. On avait 500 personnes, 10%, pour 40 places. Donc, on avait 500 personnes qui voulaient venir. Vous avez fait ce premier stage. Le deuxième stage, en fait, est assez simple. Avant de venir, comment on le fait, je vous donne par exemple, une fois les données entre population et ce groupe qui répond à la première lettre. Ceci est l'Assemblée citoyenne en Angleterre sur le climat. À gauche, vous voyez le pourcentage de la population de certains de ces critères, et à droite, the pool of volunteers, les gens qui ont répondu à la première lettre. Vous voyez qu'en fait, certains critères comme l'âge, la géographie ne font pas trop la différence. Vous voyez que gauche et droite est à peu près la même chose. Géographie, un tout petit peu. Même des éléments comme gender ne sont plus vraiment très fortement différenciants. Le grand, et ça confirme le livre Diplôme et démocratie, le grand différentiel est sur l'éducation. Vous voyez bien que ce critère-là fait toute la différence. Vous voyez à gauche la population, 27% de la population a le niveau le plus supérieur d'éducation, 63% des répondants à la première lettre étant dans ce groupe. Donc, s'il y a un critère, enfin, tous les critères sont importants, mais vous voyez là que le critère qui vraiment, si on ne stratifie pas, fera la différence, c'est celui de l'éducation, qui est à droite en haut. Vous voyez que la catégorie rose passe de 25% dans la population à presque 2/3 des lettres répondant positif. Vous voyez que le bleu, le niveau le moins élevé, 35%, 36% dans la population, plus qu'un tiers, et presque 10%, 1 sur 10 dans les personnes qui veulent venir à l'Assemblée. Donc, c'est vraiment un travail à faire. Je ne vais pas expliquer, c'est tout simplement pour vous dire qu'à la fin, deuxième étape, très facile, vous avez un logiciel. Celui-ci est un logiciel que j'ai écrit pour la ville de Mostar. Quelqu'un fait ceci pour vous et vous tapez sur un bouton et ça va composer de votre groupe de répondants sur la première lettre, quelques centaines de personnes, un groupe final de 50-30% qui reflète tous ces critères que vous avez mis en avant. Pourquoi est-ce que je vous donne quand même ce logiciel? C'est que, en fait, c'est une boîte magique. Et même si cette boîte magique est assez complexe, comme vous le voyez, ceci est, je crois, 50 des 400 lignes de code que j'écris pour ce projet-là, il faut une explication qui est claire et très facile pour les gens, comment cette sélection prend, comment ce logiciel marche pour composer ce petit groupe. Il y a beaucoup de recherches là-dessous, c'est un petit côté même dans le monde mathématique. Il y a eu un papier dans le journal Nature sur les différents algorithmes pour sélectionner des assemblées citoyennes. Donc, il y a même de la recherche en mathématiques et vous ne devez pas citer ce papier. Même moi, j'ai été interviewé pour ce papier parce que j'ai fait plusieurs assemblées citoyennes et tirages au sort. Je ne comprends pas ce papier, il est tout compliqué pour moi, mais les principes qui sont derrière ce choix sont importants. Et par exemple, ce groupe de chercheurs en mathématiques a fait un logiciel qui s'appelle Panelot, qui est libre accès. Donc, vous pouvez aller après. Mais il y a plusieurs logiciels. Donc, si vous dites, mais moi, je suis dans une petite ville, on n'a pas tous ces moyens-là, il y a des logiciels qui sont là, mais parlez à un expert que vous êtes certain que vous savez comment ce logiciel, en fait, marche, même dans des mots très clairs et simples. Si un journaliste ou un citoyen vous demande, mais comment ça marche, en fait, qu'au moins, vous pouvez expliquer les principes. Et voilà, vous avez votre groupe de citoyens.
ici, et j'aime bien, j'ai écrit un petit article pour un livre sur la communauté, sur ce processus de tirage au sort. Ceci est le groupe de citoyens en Bosnie, en Mostar. Et pour moi, ce que j'aime bien, j'ai jamais su aller à ce projet parce que Covid. Donc, j'ai dû faire cela dans ma petite chambre à Bruxelles. J'ai composé ce groupe à partir de tirage au sort de la population et cette deuxième étape. En fait, dans ma base de données, tous ces gens sont des numéros. Dans ce groupe, il y a des Bosniaques, il y a des Serbes, il y a des Croates. Il y a probablement des gens qui, il y a 25 ans, la famille de l'un a tiré sur la famille de l'autre. Et on ne pourrait pas dire, comme moi, je n'ai pas de données personnalisées, c'est des bases de données anonymisées, je peux regarder ce groupe, mais moi, je ne pourrais pas dire qui est qui. Je peux dire qui est un peu plus jeune. Dans ce groupe, vous pouvez regarder, il y a un ancien recteur d'université et il y a une personne qui travaillait dans une fabrique métallurgique. Moi, je ne pourrais pas vraiment vous dire qui est le recteur de l'université et qui est la personne qui est... voilà. Donc, si vous faites ça, vous avez un peu de magie qui est toujours là. Je veux quand même finir avec cela. Il y a toujours un peu de magie quand vous voyez ce groupe en finalité tiré au sort, mais après quelques jours de travail, quelques semaines, cette photo a été prise à la fin de la session, c'est vraiment un groupe qui est soudé, qui a travaillé pour leur communauté. Et oui, aléatoire, mais quand même, à un certain moment, c'est des personnes, des citoyens qui mettent leur énergie pour travailler pour leur communauté. Ça, c'est mon slide final. FIDE, on fait un peu d'activisme quand même. Qu'est-ce que nous demandons dans le papier quand même s'il y a quelqu'un dans cette salle virtuelle qui travaille à un niveau où ça peut aider? Qu'est-ce que nous demandons? Qu'il y ait un soutien national par un service administratif pour faire ce travail. En Belgique, par exemple, certains niveaux peuvent utiliser le bureau statistique pour faire ce tirage au sort pour eux. C'est vraiment pour des petites communautés où il n'y a pas toujours les ressources, c'est important. Autrement, ça peut être le choix de le faire ou pas le faire. Permettre un congé de service citoyen. Il y a une proposition de loi en Belgique, mais dans d'autres pays, il n'y a rien. Pour un jury de tribunal, vous avez un congé et vous pouvez dire à votre patron, non, je dois aller. Et donc, ça rend facile. Maintenant, on doit faire toutes ces assemblées citoyennes dans le week-end. Donc, des gens manquent leur football, leur famille, leur visite à grand-père, grand-mère pour faire ce travail. La proposition de loi en Belgique, c'est qu'on pourra les faire en semaine parce que c'est un congé de service citoyen. On espère que cette proposition de loi passera. La réglementation de la rémunération reçue par les citoyens, là aussi, on doit improviser, surtout vis-à-vis des allocations sociales, comme on les appelle en Belgique. C'est que si on peut payer ces gens sans qu'on doit tenir compte des faits que certains gens ne pourront pas venir parce qu'autrement, ils perdront quelques bénéfices qu'ils ont pour prendre un service citoyen. Et finalement, avoir aussi un service régional, national pour soutenir la tenue d'une assemblée citoyenne, facilitateur et tout ça, parce qu'autrement, ça devient quelque chose de luxe qui requiert beaucoup de ressources que certains auront et certains n'auront pas. Voilà, j'ai parlé beaucoup trop longtemps, je crois. Katharina, je m'excuse. Le papier sortira dans quelques jours. Version française, pas encore immédiatement, mais on regarde comment on pourra faire une traduction très vite. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je pense que c'était très riche et tu as répondu petit à petit à des questions qui arrivaient dans le chat. Avant de vous donner la parole aux questions, je voudrais bien refaire un petit sondage, surtout auprès des gens qui ont déjà mis en place une tirage au sort et pour savoir un peu quelles sont les manières, comment vous l'avez fait. Donc, la première question est autour de quel échantillon vous avez utilisé. Est-ce que c'était la liste électorale? C'est un peu, je n'ai pas inclus registre parce qu'en France, on ne l'a pas. La deuxième question qui est autour de quels critères de représentativité ou de stratification vous avez utilisé dans votre panel citoyen, convention citoyenne. Donc, pour ceux qui l'ont déjà fait, et on avait vu tout au début qu'à peu près une trentaine de personnes sur la salle ont déjà mis en place des conventions citoyennes. Et peut-être pour ceux qui mettent autre, si vous pouvez mettre la réponse dans le chat pour nous donner une idée quel échantillon vous avez utilisé.
OK, on va arrêter le sondage. Je pense que tout le monde qui a fait je vais vous partager les résultats. Donc, il y a 21 personnes qui ont répondu. Et donc, en France, il y a beaucoup qui ont utilisé la liste électorale et encore plus appel à volontaires. Donc ça, on l'a vu pas mal. Une personne numéro de téléphone et quelques d'autres autres. Donc, je ne sais pas quoi ça répond. Sur la liste de la Poste. Et d'autres avec un croisement des méthodes. Donc, je ne sais pas si tu as une réaction à ces réponses, Yves. Ben, je crois que il y a toujours les moyens qui sont présents, qui sont difficiles. Et donc, je crois que l'appel à volontaires, je crois que c'est une solution si il n'y a pas beaucoup de moyens financiers, etc. Mais il y a toujours ce risque que vous avez une population qui a un biais. Pour revenir à cet exemple de Bruxelles, par exemple, ce projet de mobilité qui s'appelle Good Move, ben, ils ont fait de la participation citoyenne pour élaborer le projet qui maintenant fait tellement de remous dans plusieurs quartiers. Mais le problème, et donc les hommes et femmes politiques sont « Ah, mais on a fait de la participation, mais c'était un appel à volontaires. » Et donc, ils ont eu une population qui vient très souvent à ce genre d'exercice. Et quand ça n'a pas d'impact immédiatement visible, ça peut bien que ça ne fait pas trop de remous. Mais ici, tout à coup, c'est effectivement beaucoup de mobilité douce. Donc, tout à coup, on bloque certaines rues parce que dans le projet, ça devient des sens uniques. Et donc, il y a toute une population qui vient, mais on n'a pas été entendu, mais qu'est-ce que ce truc? Et la politique dit, oui, mais on a fait de la participation, mais donc, et je n'ai pas les données devant moi, mais on voit bien que les remous se font dans beaucoup de quartiers populaires où les gens ont l'impression, mais d'où vient tout à coup ces sens uniques et le fait. Donc, il y a quand même un risque avec l'appel à volontaires que vous avez une population qui, comme moi, bon, sont dans la participation et des gens qui sont les publics plus traditionnels. Encore une fois, j'ai dit au début, hein, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est des gens qui veulent du bien pour leur communauté, mais il faut toujours être certain, et c'est aussi dans le participatory budgeting qu'on voit ça, surtout dans des grandes villes, qu'il y a un risque que ça représente des visions ou des choix qui ne sont pas tout à fait représentatifs pour la plus grande population. Et il se pose la question, et ça je l'ai vu dans plusieurs conventions citoyennes en France, un mélange d'une partie du groupe qui est tiré au sort et une autre partie des appels à volontaires. Et donc, il y a la question, est-ce qu'il ne faut pas laisser aussi une place à ceux qui veulent s'impliquer ou pas? Oui, dans ce sens que pour nous, cette place à ceux qui veulent s'impliquer est souvent laissée à donner leur opinion aux citoyens qui sont tirés au sort. Donc, on ouvre, par exemple, à Amsterdam, il y avait moyen de présenter une lettre de maximum 2 pages ou de faire une petite vidéo capsule de 2 minutes max pour montrer aux citoyens qui étaient tirés au sort. Donc, les citoyens à Amsterdam, qui sont impliqués dans le climat ou qui voulaient être impliqués, pouvaient faire une contribution, mais ils ne faisaient pas partie du groupe qui faisait la délibération et la décision. Même chose pour l'avortement en Irlande, etc. Donc, surtout dans certains cas très sensibles, l'appel aux volontaires fera qu'il y a quand même une certaine population. Et le problème, l'idée qui est derrière tout ce processus, c'est en anglais « design for legitimacy ». En 3 mots, c'est faire le design pour la légitimité. À la fin, c'est le grand public. Moi aussi, comme citoyen, je ne serai pas toujours dans la salle. Donc, quels sont les éléments qui donnent une certaine légitimité d'accepter une décision qui vient de ce groupe? Et donc, ces volontaires, dépendant s'ils ont un profil très, très clair, ça peut que quelqu'un qui est en dehors de la salle, disons quelque chose peut-être un peu plus controversiel dans ce genre de meeting, qu'il y en a un sur l'immigration. Et que ceux qui viennent en propre, comme volontaires, sont des gens qui ont des visions très, très négatives envers l'immigration et que c'est moitié-moitié.
Vous avez 25 personnes qui sont vraiment contre l'immigration et 25 citoyens tirés au sort. Comment est-ce que vous allez voir ce qui ressort parce que quand on parle de climat, etc., c'est peut-être moins, c'est plus diffus et moins sur le... Mais sur certains sujets, on dirait... par exemple, je parlais aux États-Unis récemment, il y a 2 jours, avec quelqu'un qui disait « gun control », si on fait un appel à volontaires. Donc voilà, il y a quand même, ça dépend du sujet et ça dépend de quelle est la coupure dans la société que font vos volontaires. Si vos volontaires sont vraiment assez diverses, mais si vous avez une base de volontaires qui est vraiment très, très activiste et minimale de votre société, ben, le portage du billet est plus important. Donc, dépendant du sujet, par exemple, pour moi, ce problème à Bruxelles de cette mobilité, qui est même un peu frustrant parce que moi, je suis un cycliste, c'est que maintenant, aussi dans ce quartier-ci, le bourgmestre a rétréci le projet parce qu'il y avait 200-300 personnes qui étaient très fâchées dans la salle, qui sont venues volontaires. Mais ça veut dire que, voilà, ils ont dit, ah, l'automobiliste, c'est pas... Encore avant que il y a peut-être des gens de Bruxelles ici dans la salle, mais pour moi, ben, je me dis, mais attends, qui sont ces 300 personnes? Peut-être ils sont représentatifs pour le quartier, mais peut-être pas, je ne sais pas. C'est les volontaires qui sont là. Et donc, c'est un peu, volontaire, c'est très générique. Est-ce que c'est des volontaires très activistes ou des gens qui, oh, je vais une fois voir ce qu'on veut dire de la mobilité, qui sont ouverts d'esprit? Et donc, deuxième problème, ça rend la facilitation beaucoup plus importante. Si vous avez un tirage au sort et des citoyens viennent, et surtout, par exemple, des citoyens qui n'ont jamais l'habitude de venir à ce genre de choses, vous devez savoir que quand j'ai fait de la recherche avec les jeunes, une des choses qui sont le plus à démotiver les jeunes dans les interviews qu'on faisait, c'était la vision qu'ils avaient de la politique un endroit où on gueulait, qui était aversif, qui était négatif. Donc, si vous faites tout ce travail pour avoir l'autre moitié qui ne sont pas volontaires dans la salle et vous mettez des gens, dans un certain cas, comme ici à la mobilité, les tensions sont très fortes et ça devient quelque chose de très aversif, il faudra vraiment des facilitateurs très forts à la table pour pas, après quelques sessions, perdre la moitié de vos citoyens tirés au sort qui se retrouvent dans quelque chose où beaucoup de citoyens perçoivent que c'est ça justement qui les démotive de participer à des éléments. C'est que la politique est très souvent perçue de quelque chose qui est aversif, négatif. Voilà. Donc, c'est pas a priori un problème, mais il y a quand même beaucoup d'éléments qu'il faut tenir en compte. Et je ne sais pas quelles sont les expériences des gens. On n'a pas le temps ici peut-être, mais ça serait intéressant d'avoir un flipped séance où tout le monde raconte un peu ses expériences et sur des sujets très doux, aucun problème. Sur des sujets peut-être problème. Je voulais aussi montrer donc, les résultats par rapport à la deuxième question des critères de stratification ou représentativité. Et donc, on voit, c'est vraiment le classique, sexe, âge, lieu de résidence, et très peu qui ont pris les niveaux d'éducation comme critères ou des critères économiques. Et donc, ça, c'est peut-être aussi lié à l'accès à certaines données. Peut-être vous pouvez nous dire plus. Mais peut-être il y a déjà 3 questions. Une première ou 2 très pratiques. Est-ce qu'il y a un peu un minimum par population donnée pour être représentatif, 10% de la population, 1%? Et combien de temps ça prend concrètement pour faire ce tirage au sort? On parle d'une semaine, 1 mois, 6 mois? OK. Non, on ne compte pas sur le pourcentage sur la population totale. En fait, il y a encore du technique. En fait, quand on nous demande de faire un projet, combien de lettres on doit envoyer? 5 000, 4 000, 3 000? C'est en fait, c'est le critère le plus difficile à remplir qui met la barre, dans ce sens que si on doit avoir, je dirais, 10 personnes de niveau éducation le plus bas dans la population, on sait que on aura beaucoup de gens de hautement éduqués qui vont répondre, donc on aura beaucoup trop, mais il faut calculer si par exemple
de ce profil-là, il y a 1 sur 100 qui répond, ben, il faut faire 10 fois 100 au moins pour avoir ce nombre de lettres qui vont. Donc, par exemple, l'exemple de Malines que j'ai donné, on a envoyé 5000 lettres pour 40 places parce que la ville est très diversifiée. Ils ont une population immigrante historique des années 60 assez, mais qui participe très peu dans la ville. Et ils ont dit, il faut stratifier sur cette question-là. Parce qu'on veut une photo où des gens de ces quartiers-là voient qu'il y a des gens comme eux qui étaient dans la salle. Ben, il y avait 8 sur 40, je crois, des places pour ce profil-là. Ben, sur les 5000 lettres, on a eu 9 personnes avec ces profils-là qui ont répondu. Donc, on avait une personne en surplus. Mais on avait à peu près 200 personnes universitaires qui voulaient participer pour quelques dizaines de places. Donc, ce n'est pas le pourcentage de la population. L'invitation, en fait, on doit faire le moins possible sur les moyens qu'on a, justement parce que ça doit être quelque chose de spécial. Si vous envoyez 20 000 lettres pour une population de 30 000, bah, tout le monde dit « Ah, moi j'étais invité, moi aussi ». Il n'y a plus d'aspect que ça devient quelque chose de spécial. Il y a en fait un élément de recrutement qu'on voit dans les exemples, d'être choisi. Il y a un appel, c'est toi qui as été choisi. Est-ce que tu veux faire ce travail pour votre communauté? C'est en fait cet appel-là qui doit être représenté dans la lettre. Et donc, si on envoie beaucoup trop d'invitations, surtout dans un village où si tout le monde a reçu cette lettre, ça devient avec les folders d'Arty, etc. Ça devient quelque chose que... Voilà. Et la deuxième question, Catherine? C'était autour de la temporalité. Combien de temps ça prend à peu près? Première prend beaucoup de temps parce que c'est un peu mettre toutes ces questions en marche. Mais par exemple, la communauté germanophone en Belgique, c'est institutionnalisé. Je crois que maintenant, la lettre, tout ça, c'est prêt. On envoie la première lettre, on laisse à peu près 2-3 semaines max, normalement. Et après, si c'est très facile à faire la base de données, la deuxième étape, c'est vraiment pousser sur un bouton. Donc, et aussi, il faut faire ça le plus proche possible de votre assemblée même, parce que aussi des détails que j'ai pas, parce que j'aurais pu parler encore pendant beaucoup de temps, mais on prend souvent un petit pourcentage en surplus quand on fait le tirage au sort. Si vous avez 50 places, vous tirez 55 ou 56, parce qu'il y a toujours des gens qui, ah oui, mais maintenant il y a le mariage d'une cousine que je ne savais pas, je ne peux pas venir quand même. Donc, vous avez quelqu'un qui peut remplacer cette personne. Et donc, le plus de temps qu'il y a entre votre tirage au sort et votre assemblée, il y a de plus de gens qui, tout à coup, il y a un tournoi de football du petit, etc. Donc, il faut que s'ils regardent les journées qui sont dans la lettre et qu'ils disent « ouais, je peux » ou « c'est facile à faire », qu'après, il n'y a pas trop de temps entre les deux. Mais si vous avez tout prêt et vous l'avez fait une fois, en 4-5 semaines, c'est faisable du presque début à la fin. Et est-ce qu'on connaît à peu près le pourcentage de pertes des gens au cours de la démarche? Donc, ceux qui répondent oui pour y participer, mais qui viennent finalement pas. C'est vraiment, ça va de 1-2% jusque en Irlande, le dernier, avec des lettres, avait plus de 20%. Donc, 1 sur 5 qui répondait. Qui répondent, donc ceux qui ont répondu oui aux deux Ouais. stratifications et après qui viennent pas. Ouais. Oui, donc ils avaient plus que 20% qui ont répondu à la première lettre. Donc, 1 sur 5 qui a reçu la lettre a répondu « oui, je veux participer ». En Ostbelgen, donc communauté germanophone de Belgique, où j'ai fait plusieurs de cela, au début, c'était 14%. Maintenant, c'est 10-11%. Et ils ont à peu près 12% des personnes qui répondent la lettre pour dire pourquoi ils ne peuvent pas venir, donc par politesse. Donc, ils ont presque 1 sur 4 qui revient. Malines, c'était 12%, je crois, à peu près. Donc, ça dépend beaucoup de proximité, facilité, sujet. C'est un sujet très vague, nutrition. Mais si, par exemple, maintenant, dans ce quartier à Bruxelles, c'est sur ce plan de mobilité, il y aura beaucoup de gens qui disent « Ah, mais attends. » Donc, et si on a tiré au sort une cinquantaine ou 100 personnes, combien de ces 50 personnes ou 100 personnes viennent finalement au rendez-vous? Combien de personnes est-ce qu'on perd du premier rendez-vous jusqu'au dernier rendez-vous? Est-ce qu'on a un peu de statistiques sur ça? Le taux de no-show pendant les assemblées, si
Bon, encore une fois, il reste 10 minutes, je ne peux pas la faire trop longue. Il y a des conditions, mais une assemblée bien faite, où il y a vraiment une promesse politique que ça, that it will mean something. Désolé, le français me perd, que ça veut Qu'il y aura vraiment un impact. pas un truc très vague, on veut que vous parlez du futur d'eux et on verra bien, mais quelque chose, une question très pertinente où il y a vraiment un enjeu. Par exemple, à Mostar, c'était pendant le Covid, je crois qu'on a perdu 2 personnes qui n'ont pas fait toutes les sessions. Donc, une fois que vous avez... Et il y a aussi un travail qui n'est pas dans ce papier-ci, parce que autrement, il serait 50 pages. Je crois que maintenant, il est à peu près 20 pages. Il y a ce qu'on appelle en anglais onboarding. Ça veut dire, du moment que vous avez choisi vos citoyens, il y a un appel téléphonique. Allô, Madame Zougel, voilà, vous avez répondu positivement. Je veux quand même vous demander, est-ce que vous avez encore des questions supplémentaires? Est-ce que vous avez des conditions qui vous rendent difficile pour venir, qu'on peut vous aider. Donc, vraiment, immédiatement, donner aux citoyens le sentiment, pas tout simplement, voilà, vous avez été sélectionné, on vous voit dans 3 semaines et après, il y a un vide. Il faut aussi donner, et c'est aussi pour le recrutement des profils difficiles, les mettre à l'aise. De temps en temps, c'est des questions très bêtes. Celui de l'Écosse, par exemple, par Covid, tout à coup, il devait être online et pas en personne. Donc, il devait aider les gens avec tout ce qui était online. Certaines personnes qui vivaient dans les îles au nord n'avaient pas un Wi-Fi reliable. Alors, comment est-ce qu'on sauve ça? Et la personne qui a fait ce travail me disait, en fait, la personne qui était au téléphone, à un certain moment, devenait presque une sorte d'aide psychologique pour certaines de ces personnes qui téléphonaient presque tous les jours pour faire un petit de papotage, etc. Mais ils ont eu aussi à peu près 95% qui ont fait toutes les sessions. Donc, il y a des cas où on perd beaucoup de gens. C'est surtout, dans mon expérience, où les citoyens, après un temps, ont l'impression que ça mène à rien ou qu'il n'y a pas vraiment quelque chose. Pourquoi? Si moi, je suis un homme avec des enfants et un travail assez... qui prend beaucoup d'heures. Si vous me demandez de venir 4 week-ends et après week-end 2, j'ai l'impression que c'est un truc qui flotte en l'air où il n'y a pas vraiment un sujet, ben moi aussi, je vais peut-être dire, bon, je ne vais pas manquer le football ou le récital de danse de ma fille la semaine prochaine pour ce truc-ci. Donc, la perte, c'est souvent dans le sens, mais dans beaucoup de cas, et après, je lance pour la première, et ceux qui l'ont déjà fait, des citoyens qui ont fait un processus qui vraiment voulait dire quelque chose, dans beaucoup de cas, c'est pour ces gens une des expériences, je ne vais pas dire dans leur vie, mais dans certains cas au niveau national dans leur vie, qui était le plus significatif qu'ils ont déjà fait. C'est justement ce sens de purpose and meaning. Je te laisse traduire. Oui, qu'il y a un impact, qu'il y a un objet derrière et que c'est... Oui. Il y avait une autre dernière question autour de la méthodologie pour choisir. Est-ce qu'on peut croiser plusieurs méthodes, donc lettre envoyée et après appel téléphonique ou porte-à-porte pour augmenter le taux de réponse? Oui, c'est toujours un peu pensé, et c'est ça que j'ai dit au début, d'être transparent et logique dans les choix qu'on fait et expliquer pourquoi on fait la combinaison. Si vous pouvez faire tout avec des lettres et que ça peut remplir pas à 100%, parce que c'est jamais parfait, pourquoi est-ce que vous ajoutez du téléphone? Donc, c'est expliquer toujours très bien pour que moi, si un jour ma rue devient sens unique parce qu'une assemblée citoyenne l'a fait et je regarde le papier, que je peux comprendre, ah oui, on a fait le recrutement comme ça parce que... je dis toujours, il faut penser à une assemblée citoyenne qui décide quelque chose que vous détestez à fond et vous demander quelle critique vous aurez sur un recrutement ou la façon dont ça a été. Donc, on peut combiner. Si, par exemple, vous dites, voilà, beaucoup de gens ne répondront pas à des lettres parce que par exemple, en Allemagne, on a eu un processus, mais c'est des académiques qui le font, qui font du porte-à-porte avec des lettres. Donc, ils envoient très peu de lettres, mais tous les non-response, ils vont frapper à la porte pour expliquer. Et donc, ça augmente massivement le taux de réponse parce qu'ils ont des personnes ressources pour aller... Est-ce qu'on peut parler 2 secondes? Ouais, mais
mais quelles sont vos questions? Il y a des gens qui claquent la porte immédiatement, mais en fait, beaucoup de gens sont un peu, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Qu'est-ce que c'est? Donc, beaucoup de non-réponses, c'est un peu incertitude. Et donc, ils font une combinaison des deux méthodes, mais l'important là, c'est qu'on a eu d'autres cas en Irlande, le porte-à-porte, on l'a abandonné justement parce qu'on utilisait une société qui envoyait des étudiants qui faisaient ce travail à moitié ou qui voulaient en finir le plus vite possible. Donc, ils avaient plusieurs cas où des gens disaient après, ah ouais, moi je suis venu parce que le gars était dans le pub et qu'a demandé, bon, si vous faites un truc sur fin de vie et qu'il y a un interview par un journaliste, vous êtes venu comment? Ouais, il y a un gars qui était dans le pub et tout le monde a dit, demandez à Jean, il aime bien ce truc. Ça pose problème de légitimité. Donc, combinaison de méthodes, oui, mais facilité pour avoir les numéros, ça peut poser problème. Donc, il faut toujours un peu se poser pourquoi vous faites la combinaison et pourquoi l'ajout de la deuxième méthode. Ce qui se passe souvent, c'est un ajout de 2 ou 3 places pour des profils très, très difficiles qui sont recrutés d'autres façons, sans abritisme, public dans la diversité de quartiers où vous avez des taux de réponse très, très difficiles à augmenter. Et donc, dans beaucoup de cas, les personnes acceptent clairement quand vous dites, voilà, il n'y a pas d'autre façon d'avoir ces gens dans la salle et on les veut dans la salle. Merci. Il y a une question sur est-ce qu'il y a des références, des lectures à partager. Donc, d'un côté, il y a votre papier qui va sortir prochainement en anglais et après aussi en français. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres lectures à partager? Oui, je connais surtout la littérature en anglais. Malheureusement, il y a beaucoup de ressources en anglais. Il y a une organisation qui s'occupe que de cela, qui s'appelle The Sortition Foundation. Foundation. Voilà. Si vous faites ça en Google, vous l'allez retrouver. Une des personnes de cette société était dans le papier de Nature, qui est un mathématicien. Donc, ils font beaucoup de recherches sur, par exemple, les taux de revenus, etc. Il y a une organisation au Canada qui a fait ça depuis 15 ans, qui s'appelle Mass LBP, qui ont un papier aussi qui s'appelle How to Organize a Civic Lottery, qui retrace, mais c'est en anglais, mais vous le passez en Google Translate. Donc, je peux peut-être envoyer ça, ou envoyez-moi un mail si vous êtes intéressé, ou vous avez, parce qu'on est presque à la fin de l'atelier, et je peux vous guider vers quelques ressources. Ça sera peut-être le plus facile que de les nommer tous maintenant. Oui, parfait. Et moi, peut-être une fois que votre papier est sorti, même si c'est en anglais, on peut le partager avec tous les participants de l'atelier. Et donc, on peut rajouter quelques d'autres ressources. Je vois qu'il n'y a pas d'autres dernières questions, donc peut-être on va terminer à l'heure parce que nous, on enchaîne avec une autre tout à l'heure. Merci beaucoup, Yves. C'était très, très, très intéressant, très clair, très pratique. Tu as répondu à beaucoup des questions qui se posaient dans le chat, en fait, au fil et à mesure. On va voir qu'est-ce que ça donne dans un an, combien des conventions citoyennes il y avait, et peut-être proposer ici d'autres échanges entre les communes françaises, parce qu'il y a toujours aussi certains aspects qui sont très spécifiques à un certain pays. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Ma collègue vous a mis aussi dans le chat un petit lien vers un questionnaire d'évaluation pour, d'un côté, les rencontres numériques, mais aussi celles qui ont eu lieu la semaine dernière à Rennes. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos avis et aussi vos idées pour la prochaine édition, qui est à Rouen, du 26 au 28 juin en 2023. Donc, on espère de vous revoir pour ça, et il y aura aussi, bien sûr, une partie numérique. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci Yves, et encore une très bonne journée à tous. Merci pour l'invitation, Catherine. Merci. Merci, avec plaisir.